7h moins le quart, vous êtes sur Europe 1, l'heure de Europe 1 vous répond, Pierre de Villeneuve. Au 1er janvier, les régions passent officiellement de 22 à 13. On en a parlé de cette recomposition, même si ces dernières semaines, c'est plutôt le volet politique qui a surtout été abordé. Ce matin, un petit peu de pédagogie. Comment vont fonctionner ces régions dans leur nouvelle configuration? Bonjour Jean-Luc Boeuf. Bonjour. Vous êtes spécialiste des collectivités locales. Vous avez publié Un seul lit pour deux rêves, la France et ses régions. C'est un joli titre. D'abord, on va exclure tout de suite la comparaison qu'on nous resserre sans cesse, celle des Länder allemands. Pourquoi ? Pour des raisons essentiellement de poids financier, parce que les budgets cumulés de toutes les régions françaises, c'est à peu près une trentaine de milliards d'euros. Oui. C'est 3 fois moins que les départements et c'est presque 6 fois moins que les communes. D'accord, donc ça c'est pour le volet financier. Oui. Autre chose ? En termes de compétences, les Länder allemands, donc dans un État fédéral, ont certaines compétences qu'ils exercent eux-mêmes et ils déterminent le champ d'intervention. La loi par exemple. Dans les collectivités locales françaises, dont les régions, il n'y a rien de cela. C'est l'État lui-même qui détermine ce qu'elles doivent faire. Et ça, c'est parce que l'Allemagne est un État fédéral. Exactement. Revenons quand même aux fondamentaux. Donc du coup, la compétence, là où la région se différencie par rapport aux autres collectivités, là où elle peut justement avoir un pouvoir supérieur aux autres, c'est quoi exactement ? Alors il y a 2 domaines essentiels à partir de 2016 où les régions auront un pouvoir supérieur aux autres collectivités locales. C'est dans le domaine des transports et dans le domaine de l'économie. Dans le domaine des transports, parce que après des années de bataille parlementaire, les régions ont entre guillemets gagné. Ce sont elles qui vont définir la compétence de la compétence pour les autres collectivités locales. Mais sur la vie quotidienne, qu'est-ce que ça change pour nous ? Sur la vie quotidienne des régionaux, des franciliens, des habitants que ce soit le département qui décide ou la région, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien parce que le plus souvent, la région va repasser des conventions avec les départements pour qu'ils continuent d'exercer cette compétence. Mais pourquoi est-ce qu'on nous complique tellement les choses ? Au bout du compte, pour le contribuable, ça ne change pas grand-chose. Alors, il y avait 3 ambitions essentielles à la réforme des régions. Une volonté de simplification, une volonté d'économie. C'est raté la simplification. La simplification, c'est raté. Puisque ça ne change pas grand-chose pour la vie quotidienne des gens. C'est ça. Pour l'aspect financier, ça ne change pas grand-chose non plus. Pour une raison très simple, c'est que l'État a retiré le pouvoir fiscal des régions. Le contribuable local, en dehors d'une infime partie de la taxe sur les produits énergétiques et des cartes grises, ne paye pas de contribution régionale. Et aussi sur l'aspect financier, parce que l'État a diminué les dotations qu'il donne aux régions. Quand on parle des compétences de région, on parle donc du transport, des finances, mais aussi de l'emploi. Je crois savoir que la région, pour le coup, est compétente pour tout ce qui est formation et apprentissage. Voilà, alors c'est la collectivité de référence, mais ce n'est pas le seul financeur, puisque l'État finance également et les entreprises aussi. Jean-Luc Boeuf, en vous entendant là comme ça depuis 3 minutes, j'ai vraiment l'impression que cette région qu'on nous a fait miroiter en disant regardez, on va simplifier, on va passer de 22 à 13, tout ça va être beaucoup plus simple, les régions vont être plus compétentes, finalement ça n'a servi à rien. Pour être très clair, la réponse est oui, ça n'a servi à pas grand-chose. Sauf à dépenser de l'argent. Alors, ça va coûter. Cette réforme des collectivités locales Parce va qu'on coûter... dit qu'on va faire des économies, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Pour 2 raisons. Pour des raisons de ressources humaines et pour des raisons d'organisation. Pour des raisons de ressources humaines, à la différence d'une entreprise qui fusionne, où 100 plus 10 fait 95, donc il y a des suppressions d'emplois et des départs, dans les collectivités territoriales, l'emploi ne va pas baisser. Le législateur lui-même a tenu à ce que les emplois exposés soient garantis pendant une durée supérieure à celle des autres agents. Deuxième source de dépenses, c'est ce que j'appelle le syndrome Bruxelles-Luxembourg-Strasbourg, puisque si une nouvelle région décide de mettre en un seul lieu la totalité de ses centres de décision, il lui faut recueillir une majorité de 60%. Donc on peut tout de suite regarder sur le scope politique d'aujourd'hui. C'est possible ? Bien sûr c'est possible, mais c'est pas possible partout. Mais c'est pas possible partout. Exactement. Donc ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1, c'est que non seulement cette simplification est ratée, non seulement ça va coûter de l'argent aux contribuables, oui, mais en plus de tout ça, la compétence, la puissance de la région est différente selon les régions. Bien sûr. Prenez le cas par exemple de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Cela a été montré avant les élections régionales, au-delà de toute contingence politique, la région Picarde est moins endettée que la région Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, on peut compter sur les conseillers régionaux issus de l'ancienne partie Picardie pour faire porter leur voix au niveau du Nord et donc de ne pas abandonner tous les centres de décision. Donc il y aura double peine, des impôts qu'ils vont vouloir diminuer, mais des centres de décision qui vont leur échapper. Le nouveau pouvoir régional va donc avoir à cœur d'apporter des compensations à ces anciennes provinces régionales. Jean-Luc Boeuf, on a vu comme ça avec vous en 5 minutes que tout cela n'avait pas servi à grand-chose de manière technique, mais l'observateur que vous êtes, l'observateur aussi ici politique, qu'est-ce qui a conduit, à votre avis, à faire cette réforme ?
Ce qui a conduit à faire cette réforme, c'est d'essayer de sortir de notre millefeuille territorial. Mais force est de constater qu'on n'y arrive pas depuis 40 ans en prenant le problème par n'importe quel coin du cube, si je puis dire. Donc ça veut dire que c'est infaisable? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mitterrand disait du chômage, le chômage on a tout essayé. Est-ce que c'est la même chose avec les régions? J'ai tendance à penser que oui. Sauf à en faire une réforme de début de quinquennat, comme en 1981-82, où en quelques mois, on a donné la liberté aux collectivités locales. C'est-à-dire une réforme très simple. Ce qu'il y a d'un peu gênant dans les réformes territoriales aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive à réformer aucun des bouts en entier. Aucun. La commune, les gouvernements s'y sont essayés dans les années 60-70, on n'y arrive pas. Les départements, chaque fois on annonce sa mort, et chaque fois il ressurgit avec des compétences non pas augmentées aujourd'hui, mais avec un poids financier conséquent. On pensait tenir le bout avec la région, mais pour moi, la grosse difficulté, c'est que le gouvernement central, quel qu'il soit, à travers les âges, n'a jamais vraiment accepté la montée en puissance des régions. Depuis Louis XIV, sous Napoléon, sous la Troisième République, sous le début de la Cinquième République. On a voulu en fait contenir les régions. Et si on veut garder une dose d'optimisme pour la réforme des régions demain, eh bien c'est de leur confier enfin un véritable pouvoir législatif. Et non pas un simple pouvoir d'adaptation, non pas un simple pouvoir de vouloir demander à l'État si on pourra. Un pouvoir de faire. Et pourquoi on ne supprimerait pas tout simplement les régions au profit des départements ou le contraire? Alors là, je pense que la suppression pure et simple des régions provoquerait une certaine déroute chez le citoyen, chez les lecteurs. Ou alors il y a une réforme complémentaire qui serait de faire coller les futures grandes régions aux futures grandes métropoles. Et auquel cas, on est sur la douzaine. Tous les chercheurs, depuis à peu près un siècle, tombent d'accord sur le nombre de 10-12 grandes. Alors on disait grandes villes à l'époque, on dit grandes métropoles aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Luc Boeuf. Je rappelle le titre de votre livre « Un seul lit pour deux rêves, la France et ses régions ».